L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. De mère. Donc si vous avez une mère, si vous avez une femme qui a des enfants, bah après le live, il va peut-être falloir aller faire des trucs un peu plus joyeux. Donc moi je vais m'y atteler. Donc ce soir on va finir pas trop tard pour cette raison. Voilà. Donc nous accueillons maintenant point de Achille. C'est ça, Achille, que je dise pas de bêtises. Oui, c'est Je ça. sais plus si c'est avec. Ouais, je sais plus si c'est avec Galactique ou avec moi que l'entretien doit se faire. Galactique, aide-moi. Je pense que c'est moi. Mais qui vous C'est avec Galactique. T'as de la chance. Ouais. Salut, comment vas-tu? Ça va très bien, Galactique. Enchanté. Enchanté, ouais. Tu viens de... Oui. Ok. Ouais, c'est bon ça. C'est parfait. D'accord. L'algorithme TikTok t'a recommandé ce live et du coup, tu t'es... Non, en fait, j'ai zappé, j'ai regardé le sujet, la mort pour ou contre, et des avis de moi, le sujet m'intéresse énormément parce que dans notre société française, ou moderne, ou en Occident, on a infantilisé suffisamment les cerveaux pour même leur faire peur de ce qui est évident dans la vie. Voilà. Okay. Moi, j'ai perdu toute ma famille par la maladie, et j'ai vu de la souffrance. Juste avant, en fait, tu connais le format de l'entretien épistémique ou pas? Peut-être le rappeler. Non, mais... Non, mais globalement, en fait, voilà. Oui. Mais je pense que c'est toujours bien de reposer les bases, en fait. Donc, du coup, en fait, c'est un entretien, ce qu'on appelle un entretien asymétrique. C'est-à-dire qu'en fait, je suis là pour essayer de comprendre au plus juste, en fait, ton opinion sur le sujet et pourquoi tu as cette opinion. Voilà. Et du coup, je vais essayer des fois de résumer un petit peu ou de ce que tu as dit pour être sûr que j'ai bien compris. Et si j'ai pas bien compris, justement, c'est l'occasion de me corriger. Ou si tu vois des choses à rajouter et en me posant des questions, en fait. Voilà. Globalement, c'est le format de l'entretien. Est-ce que ça te va de changer comme ça? Ouais, ça me va, ouais. Si ça me permet de développer au départ, puis après que tu analyses et que tu me dises ce que tu en penses, ça, c'est intéressant. Ouais. Bah, en fait, justement, Après, je cherche pas un avis, hein. Moi, c'est une expérience que j'ai vécue dans ma chair, dans mon... Ça tombe très bien parce qu'en fait, je suis pas là pour porter un jugement, un avis ou. Oui, bien sûr. Je suis vraiment là pour comprendre ton avis à toi, en fait. Hein, donc. Bon, mon expérience surtout, mon expérience qui en a déduit qui a fait tomber des résistances qui est basée sur notre société au niveau psychologique, au niveau psychique, sur la non-acceptation de la mort, par exemple. D'accord. Alors dans la société, putain, mais ce soir ils sortent tous de l'apéro, ça y est, c'est l'heure. Dans la société de l'infantilisme occidental, on a oublié d'éveiller les enfants suffisamment vers la mort. On leur a pas expliqué que dès la naissance, ou leur faire visiter des hôpitaux où il y a des enfants en très bas âge qui sont en train de mourir chaque seconde ou chaque minute. Okay. Donc moi j'ai eu cette chance, c'est d'avoir perdu toute ma famille et d'être sorti de ce biais cognitif qui est je ne parle pas de la mort, je l'accepte pas puisque je la vois pas. Et je pense dans notre société, on nous éloigne, on nous a mis nos cimetières à l'extérieur de nos familles. Moi j'ai fait le tour du monde, j'ai vu des pays où ils enterraient leur mort près d'eux et la mort ils la voyaient comme joyeuse pour l'individu. Okay. Donc je pense que déjà au niveau société, il y a un problème au niveau éducatif sur les principes de la vie et la mort. D'accord. Déjà. C'est pour ça que les gens ils mettent une résistance à lorsqu'on leur dit voilà contre la fin de la souffrance existentielle. Parce que moi j'ai vu mes parents malades, j'ai enterré mes parents et toute ma famille suite à des maladies très graves. Et j'aurais aimé qu'il y ait cette loi pour l'euthanasie, j'aurais aimé pouvoir le faire. Prendre la décision avec mon père qui était dans une souffrance extraordinaire et ma mère pareil. Parce que voilà, la vie c'est la mort aussi. La vie, c'est pas juste des caprices narcissiques individuels ou lors des petits, tu sais, mon monde à moi me va bien, les autres j'en ai que faire. Mais en fait, le monde, c'est tout le monde. Et la mort, c'est tout le monde. Il n'y aura pas d'exception. Donc je pense que déjà, moi j'ai réussi à me rééduquer là-dessus, sortir de cet infantilisme et de cette ignorance, grâce à une souffrance où je cherchais des repères, et grâce à un livre qui s'appelle La vie et la mort de Sogyal Rinpoché.
Donc pour tous ceux qui ont des résistances d'esprit à ne pas accepter ce qui est évident, je leur recette de lire les livres de Sri Ramana Maharshi et ainsi que des sages du Tibet. Il y en a eu pas mal, et même de l'Inde, comme Krishnamurti par exemple. Ce qui m'a permis de faire un saut qualitatif de jouissance existentielle, parce qu'en fait, quand tu sais que la mort n'existe pas, quand tu sais que la vie c'est vivre, c'est jouir, eh ben, tous les petits détails que tu vois dans ta vie deviennent un paradis, un bon moment, quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Et c'est là que la qualité de la vie ressurgit. C'est pas durer pour moi la vie. Il y a une question tout à l'heure qui m'a touché d'une personne et disait est-ce que tu veux vivre 115 ans malade ou 85 ans en forme? Moi je préfère une vie courte et jouissive. Voilà. D'accord. Et du coup, voilà, si je suis d'expérience personnelle ou avec ta famille, désolé au Oui. passage. Oui, j'ai fait l'armée aussi 16 ans, donc j'en ai vu des gens tomber, j'ai vu des camarades tomber, j'en ai enterré, et j'avais trentaine, entre 17 ans et 30 ans quand ça s'est passé, et ça m'a aussi éveillé beaucoup de choses. D'accord. Donc du coup, voilà, t'as eu pas mal, et du coup, t'as compris que que la mort, comme tu as dit, hein, la mort, ça fait partie de la vie. Et aussi de par des lectures, voilà. Oui, beaucoup de lectures, beaucoup de lectures. Voilà, de comprendre ça. Et de méditation surtout. Et du coup, en fait, ton opinion sur parce que tu m'as dit, voilà, la vie, une fois qu'on a compris ça, on peut justement plus apprécier la vie. Et du coup, en fait, sur la fin de vie et l'aide à mettre fin, voilà, ou quand une personne souffre trop, tu as justement donné un exemple. Donc toi, tu es plus ce qu'on appelle les échelles, c'est-à-dire à 0%, non, il ne faut surtout jamais mettre fin à la vie ou aider quelqu'un dans n'importe quelle circonstance, faut pas le faire. Ou 100%, bah écoute, oui, il faut le faire absolument. Ou 50%, je sais pas, je suis partagé. Toi, tu te situerais où là-dessus? Alors moi je suis pour à 100% parce que je suis allé en Suisse voir un ami qui justement en Suisse s'est libéré tout ça, c'est pour ou contre, ça n'existe pas. C'est tellement bien régulé, c'est tellement bien suivi qu'il ne peut pas y avoir d'erreur jusqu'au final. Les gens, moi j'ai vu des gens en souffrance, mais des douleurs du corps que même la morphine ne pouvait plus arrêter. C'est-à-dire que je sais pas si des gens ont eu mal au nerf déjà, ou une hernie discale, ou quelque chose qui a paralysé son corps comme moi j'ai eu une fois. C'était une souffrance qui était légère par rapport à certains vivent, et je peux vous assurer que ce jour-là, j'avais envie de mourir. C'était tellement violent que je savais pas si j'allais pouvoir marcher, me remettre sur les jambes. Et je pense que les gens qui parlent de souffrance, il faudrait qu'ils aient vécu une souffrance, parce que il y a ceux qui sont dans la déontologie, on parle de la déontologie du passé des vieilles religions qui enferment les gens dans un crétinisme général qui empêche les gens de se libérer de la souffrance justement. Et il y a les dogmatismes, il y a tous ces trucs qui limitent l'esprit. C'est pour ça lire Krishnamurti, ça permet de faire tomber le dogmatisme aussi de certaines traditions anciennes qui ne servaient qu'à rassembler les gens pour conquérir d'autres territoires. Mais ce qui est sûr, c'est que oui, moi je suis pour, et en Suisse c'est très très bien géré. Hein. D'accord. Et du coup, tu me dis que tu es pour à 100%, ce qui est très haut, hein, du coup, voilà, t'as aucun doute. Est-ce que tu vois, tu m'as cité un exemple, quel serait pour toi le meilleur argument qui pourrait te faire baisser même ne serait-ce qu'à 98%? Est-ce que tu vois un argument comme ça? Est-ce que tu as déjà entendu? Alors le choix de l'individu, bien sûr. Alors le respect du choix de la personne qui désire, voilà. Mais c'est très bien suivi jusqu'au dernier moment. Il pose la question est-ce que vous voulez vraiment il y a toute la famille, il y a une partie, il y a une personne qui est proche de la personne, qui est une personne très proche et très confiante, on va dire personne de très grande confiance, qui peut parler en son nom. Si par exemple la personne de très grande confiance ressent que la personne peut émettre un doute, j'ai un ami qui a fait ça en Suisse, il lui a dit voilà, j'ai ressenti dans ces dialogues qu'il avait peut-être pas envie de partir, et après finalement les semaines qu'on suit, il avait envie parce qu'il souffrait trop. Donc il a quand même émis ça, donc il faut avoir une personne de confiance à côté, mais c'est tellement bien suivi que moi je suis je sais pas comment dire, qu'est-ce qui pourrait me faire changer d'avis? Non, rien, rien, parce que je ne veux pas de souffrir, je veux pas qu'on permette des gens. Alors, moi j'ai discuté avec un médecin qui est dans la famille, et ce gars-là il me dit moi je veux pas ça parce que
il peut y avoir des solutions autres comme le monsieur tout à l'heure, mais non, il a une belle maison à La Ciotat, je suis désolé. Lui, il travaille avec les lobbies pharmaceutiques de maintien de vie, des produits qui permettent le maintien des gens de vie. Et je le sais qu'il fait ça. Et c'est grâce à cet argent-là qu'il se permet d'avoir un luxe que peu de gens, parce qu'il y a des lobbies pharmaceutiques et médicamenteux. Et ma compagne qui est sage-femme, elle m'en parle aussi. Il y a des laboratoires qui viennent à l'hôpital, il y a dans les cliniques, il y a tout un business sur le maintien de vie de la souffrance terrestre des humains, quoi. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, c'est le dire, mais ça existe vraiment, c'est un lobby. Il est gros. Ok, donc si je résume un petit peu ce que j'ai compris, donc voilà, tu me corriges si je fais une erreur. Oui. T'es pour à 100%. Tu vois pas de raison même de baisser un tout petit peu, d'avoir le moindre, t'as zéro doute. Tu m'as donné le respect de la personne, donc de toute façon, à la limite, c'est quelque chose, voilà, si la personne décide qu'il faut arrêter, tu m'as donné justement l'exemple aussi de la personne de confiance, qui a tout ça. Donc, oui. voilà, qui va exactement là-dessus. Et toi, ce que tu comprends bien, en fait, c'est aussi, tu te dis qu'en fait, dans ceux qui seraient contre, en fait, l'accompagnement, ça pourrait être des personnes, en fait, qui en tirent un bénéfice personnel. Je vais donner un exemple. J'ai bien compris? Ah ben oui, il y a tout un. Alors, il y a des cas médicamenteux où c'est que ça serait. Moi, j'ai eu un problème hernie discale, ça s'est réparé tout seul grâce à un chiropracteur venant des États-Unis. Mais c'était pas permanent la douleur. C'était pas quelque chose comme un cancer très profond des os de l'os, par exemple des ossatures, où c'est que c'est des douleurs intenses et j'aimerais pas les vivre ces douleurs des os constamment dans la chair. Donc oui, bien sûr, il y a des gens il y a le nombre de produits, il y a plein de produits que qu'on peut nommer, qui sont faits partie de laboratoires et qui, s'ils les vendent plus, il y a beaucoup de familles qui peuvent plus faire perdurer leur petite dynastie familiale. Et parce qu'ils vivent que là-dessus depuis la nuit des temps, sur la misère des humains. D'accord. Et ça existe vraiment, c'est pas un complotisme, c'est juste que des gens ont vu la faille, ils sont rentrés dedans, ils ont dit bah c'est mieux pour nous, parce qu'ils sont sagement égoïstes. À notre continent, il faut voir que le continent européen, c'est pas de la cohésion. On le voit bien lors des rassemblements. C'est la psyché collective qu'il faut visiter, qu'il faut revisiter. Et ça peut pas se revisiter. C'est pour ça que votre live est super intéressant pour pouvoir dire aux gens, si vous acceptez pas ce qui est la vie et la mort, ce qui est en fait, comme on dit, ce qui est, eh ben c'est que vous avez un problème avec vous-même à résoudre. Méditez, lisez des bons livres, cessez de vivre la société du spectacle comme quelque chose d'extraordinaire. C'est pas extraordinaire de renier ce qui est évident, quoi. Ok. Écoute, juste quelque chose, parce que tu me dis, oui, voilà. Alors, tu vois effectivement des personnes où c'est une question de business. Oui. Mais du coup, comment tu sais que ces personnes ne pensent pas, en fait, qu'il faut que la vie, je vais te donner un exemple de bidon, ou soit religieux, ou puisque tu as cité ça, ou voilà, et une raison de base, en fait, d'être contre ça, et justement d'avoir monté ce business pour être pour, et que ce soit pas vraiment le business qui fait qu'ils le maintiennent, mais des convictions. Comment tu sais que ce ne sont pas des convictions intimes de la personne? Ah non, mais il doit y avoir des cas, bien sûr. Tout le monde n'est pas. Alors, je généralise pas tout, bien sûr, mais en majeure partie, je sais que le mental, c'est inhérent, c'est une force inhérente à l'homme. L'intérêt, la décision stratégique des intérêts propices à capitaliser sa vie, c'est les pays les plus modernes sont basés que là-dessus. On me dira pas qu'il y a un homme qui se lève pour la gratuité, ça n'existe pas. Moi, je fais des offrandes à des gens parce que j'ai appris que faire une offrande, c'est me faire du bien à moi-même, parce qu'au moins, je vis ma partie d'humain. Parce que j'ai rencontré après toutes mes souffrances psychologiques, mon déni, ma colère et mon acceptation de tout ce qui est la vie, tout ce qui est beau dans la vie. Grâce à ces livres et à ces sages qui viennent d'ailleurs, hein, parce qu'il n'y a pas de sages en France. Hein. Il n'y a pas de sagesse en Europe. Hein. Il n'y a pas de sagesse. La seule sagesse, c'est oui, il y a de la mystification religieuse, il y a la mystification industrielle, la mystification des lobbies, que soit le jeu vidéo, l'amusement cinématographique, qui est en fait un viol de l'inconscient collectif. Et tout ça, ça joue en la défaveur des gens qui n'acceptent plus ce qu'est la vie, ce que les vieux accepter avant, des choses simples. La vie, c'est vivre simplement avec les siens, avec son cœur, ressentir que la vie a du sens et savoir dire adieu à la vie aussi. Savoir partir en beauté même.
Ok. Mais du coup, alors comment c'est un peu une expérience de pensée, enfin, où je pense qu'on pourrait trouver hein, d'ailleurs des personnes comme ça. Des personnes, parce que tu parlais d'offrandes, des choses, justement. Une personne qui aurait donné sa vie pour les soigner, je vais prendre, Ah oui, voilà, oui, par exemple, on va bah prendre oui. une léproserie, voilà, c'est dans l'inconscient collectif, c'est des choses qu'on voit, et notamment en Asie. Voilà, qui justement se consacrait à peu près toute sa vie dans une léproserie, avec des personnes, je pense que tu vois ce que donne la lèpre, et voilà. Et Ouais, c'est terrible. ouais, c'est terrible. Et justement, voilà, qui donne sa vie pour aider ces personnes-là, et qui en même temps serait contre en fait abréger les souffrances, tu vois, à la fin. Ouais, ouais. Ouais, je Qu'est-ce- vois, ouais. Ouais, voilà. Est-ce que cette personne, du coup, aurait un intérêt, enfin, est-ce qu'on pourrait remettre en question justement sa conviction? Et Ouais. voilà. Est-ce que tu pourrais remettre en cause sa conviction dans ce cas-là? Alors, moi, je remettrai en cause son conditionnement déjà, son logiciel interne inconscient. Parce Mhm. que nos ombres nous dirigent, comme Carl Jung disait, ce sont nos ombres qui dirigent nos émotions. Moi, je demande aux gens d'avoir du discernement, de la lucidité, se mettre à la place du mourant. C'est surtout à qui profite le crime que l'homme soit maintenu dans la souffrance perpétuelle. Pas aux personnages qui souffrent, mais à ceux qui ordonnent et ceux qui coordonnent tout ce rassemblement de gens malades qui leur permet, eux, d'exister derrière d'une gestion administrative. Sinon, ils ne pourraient pas avoir d'emploi. Il y en a, ils ne pourraient pas être utiles. Je comprends. Ah, d'accord. Parce que justement, la gestion, enfin, la personne, toi, elle a cette. 80% aujourd'hui des gens qui travaillent dans un métier sont là que pour l'intéressement de leurs bénéfices. Et ça, Oui, c'est le mal de notre société. je te dis, moi, j'étais plutôt dans un cas spécifique, hein, si tu veux, réfléchir sur ce cas-là. Oui. Voilà. Et du coup, Ah oui, mais toi, pour moi, c'est quelqu'un. en tout cas, c'est quelqu'un qui s'est vraiment investi dessus. Et du coup, comment on Oui, pourrait. il y a un attachement. Voilà. Et du coup, Là, tu parles de l'émotion de l'attachement avec l'individu qui veut pas laisser mourir. Et il a cru qu'il a tout fait. Mais ça, c'est de la vanité. Je suis désolé. Il faut accepter que la mort, elle est supérieure à un moment donné que la vie, et qu'il faut savoir laisser partir, comme on dit. d'accord. Bah là, après, ouais. Ah, il y a une forme de vanité des soignants, bien sûr. Moi, j'en ai vu. Hein. Ok, oui, Après, donc, pleurer. ok. C'est une forme de vanité, mais pas dans le sens négatif, mais dans le sens que de dire j'ai fait ce que je pouvais. Alors c'est un peu l'infantilisme parce que les gens ils disent, moi j'en ai vu des soignants me dire oui, à votre papa j'ai tout fait ce que je pouvais, mais je sais madame, mais il a pas pu tenir et tout, mais je sais madame vous avez fait ce qu'il vous. Pourquoi vous justifiez? Parce que ce qui est bizarre c'est ça, ils ont des missions à se justifier parce qu'ils savent qu'en face d'eux ils ont des enfants et pas des adultes qui assument. Moi, j'ai assumé. Je dis, mais vous inquiétez pas, madame. La vie et la mort, ça fait partie de la vie. Je l'ai accepté, moi. Même si ça touche un de mes proches. Même si ça me touche, moi. Mais pourtant, j'aime la vie. Quand je suis avec mon fils, je m'éclate. J'aime le vivant. J'aime boire un petit coup. J'aime m'amuser. J'aime danser. Parce que je sais que rien ne va durer. Et je jouis un maximum tant que je peux. D'accord. Ok. Voilà. Écoute, je te remercie Donc, beaucoup moi, pour cet échange assez intense et en plus voilà sur un autre, enfin voilà une autre perception on va dire, par rapport à ce que ouais. Moi, je suis dans voilà. la perception du réel. C'est-à-dire que le réel, c'est ce que disait Krishnamurti. Se libérer du connu, se libérer des anciens dogmes pour jouir le présent. Et le présent, c'est aussi accepter que tout va s'arrêter parce que rien n'est permanent, quoi. Okay. Et jouir le moment présent parce que rien n'est permanent. Et le jour où vous avez une journée, une seconde d'explosion de jouissance, de bonheur, vivez-la à 200%. Jamais. Ok. Alors par contre là il y a eu des micro coupures mais je pense que j'ai compris. Et, Ah, et pardon. du coup Pardon. non mais il n'y a pas de souci. Donc globalement ça a été c'était vraiment des micro coupures. Voilà. Et du coup, justement, dans cet exercice-là de live épistémique, je vais passer. Peut-être que mes collègues ont des questions, tu vois, pour Oui. toi. Et ce qu'on appelle une question emportée, c'est-à-dire que c'est pas une question qui est faite pour être répondue tout de suite,
C'est juste, ils vont te poser une question pour que tu te dises, tiens, voilà, réfléchir. Alors, des fois, tu as la réponse directe, mais des fois, c'est des questions sur lesquelles on peut réfléchir après. Et peut-être Oui, en bien ont. sûr. Oui. Donc, je vais leur demander, quoi, s'il y a des questions à emporter. Ouais, j'hésite à la poser. Parce que j'ai cru comprendre que tu remettais en question aussi les anciens dogmes religieux, c'est ça? Ah ben, le dogmatisme, c'est un conditionnement, ce n'est pas un fait avéré, réel et scientifiquement prouvé non plus. Bien D'accord. sûr, je remets en cause ce que je suis comme saint Thomas, moi. Je remets en Ok. cause ce que je n'ai pas expérimenté. Ce qui est normal, c'est la question à qui profite le crime que je crois sans avoir vérifié quelque chose Ok. qui n'est même pas vérifiable. Alors, du coup, C'est pour ça quelle que je suis vraiment à différence? cheval sur la fin du dogmatisme, on va dire. Ok. Quelle différence il y a entre avoir foi en Saint Thomas et avoir foi en Krishnamurti? Bah, c'est les deux pareils en fait. Krishnamurti ou saint Thomas, c'est à l'époque les ancêtres. Moi, j'avais un grand-père qui était très éveillé, personne ne le comprenait, puisqu'il nommait des choses qu'il voyait en relief que les autres voyaient en surface, lui voyaient en profondeur la réalité des choses. C'est-à-dire que saint Thomas, c'est Alors, un sage éveillé comme excuse-moi, Krishnamurti. excuse-moi. Je reformule ma question. Oui, En quoi oui. on devrait avoir foi en quelqu'un? C'est une question emportée. Ah, parce que voilà, ok. Ouais, je pourrais Voilà, répondre en deux voilà, secondes, mais c'est comme je t'ai dit, voilà, c'est des questions ouais. à réfléchir. Ouais, mais j'ai répondu tout de suite. Mon cerveau, il a répondu tout de suite parce que J'ai bien entendu. j'ai médité depuis 10 ans, depuis 15 ans. Je suis sorti de ces dogmes. Et en fait, à qui profite le crime qu'on reste dans des dogmes? Voilà. Ça, c'est la. À chaque fois que j'ai un problème avec un flou, parce que dès qu'il y a un flou, il y a un loup. Et moi, les flous, j'aime pas. Je les débunk. C'est pour ça que toute cette lumière, elle est faite par une conscience développée qui est sortie de ces barricades du dogmatisme. Il a pété le plafond de verre, quoi, on va dire. Ok. Parce que moi aussi, je croyais en plein de choses à 20 ans, 30 ans. Je suis tombé dans les dogmes. Et en fait, je me suis dit, mais attends. Et j'ai creusé autour. Ça fait des années, hein. C'est pas juste une journée. Ok. C'est très intéressant hein, de se libérer du connu, on va dire. Et du coup, je sais pas si John ou ProGeeks, vous avez une question à emporter. Moi, j'ai pas de questions à porter. Alors moi j'en aurais plein, mais du coup je vais me restreindre. Euh, je vais rester sur la. Tout à l'heure tu as parlé de quelque chose de l'idée d'un lobby du maintien de la vie, etc. Oui. Est-ce que si demain on allait dans un pays, imaginons, hein, c'est un pays imaginaire, c'est un pays dans lequel toute la prise en charge justement de l'aide active à la fin de vie, etc. Était extrêmement développée, extrêmement bien gérée, et que là-bas on y rencontrait quelqu'un qui dise ben moi je suis pas d'accord avec ça parce que je voudrais que ça s'arrête parce qu'il y a un lobby de l'aide active à mourir. Il y a plein de gens qui ont intérêt parce qu'ils travaillent dans ces centres dans lesquels on aide les gens à mettre fin à leur vie, etc. Et ils ont un intérêt financier à tout cela. Et donc, moi, je pense que c'est pas une bonne chose. Est-ce que C'est la même chose. Mais ça sera la même chose, mis à part que là, tu retires de la souffrance à des gens qui demandent, qui demandent d'arrêter de souffrir, parce que D'accord. je sais pas. Ok. Moi, je suis allé voir les soins palliatifs. Je vais souvent. J'étais souvent à l'hôpital de Nice quand je faisais de la clim. J'étais frigoriste et je m'occupais de tout ce qui est climatisation et les soins intensifs des enfants. Et même les enfants, ils étaient plus adultes que les gens que je croise aujourd'hui dans la vie quotidienne en disant mais non, mais moi j'aime bien la vie, la mort me fait pas peur. Il avait 13 ans, 12 ans. Et j'ai discuté souvent avec eux. Hein. Je dis mais c'est ça qui m'a fait pencher aussi sur l'acceptation. De ces jeunes-là, ils m'ont dit il y en a qui pleuraient, bien sûr, mais ils acceptaient. C'était une question à emporter. Donc, mais merci en tout cas. Mais tout ce qui, de toute façon, l'homme moderne qui a des besoins capitalistes s'infiltre partout, dans tous les lobbies quand il le peut. C'est une faiblesse, c'est la faille du capitalisme de notre société qui est un. Moi j'aime bien le capitalisme parce que ça pousse les gens à se dépasser pour créer de la matière et des objets qui n'ont aucun sens aujourd'hui que des gadgets, comme disaient certaines personnes. Mais que ces gadgets m'apaisent de temps en temps, ils me créent de la dopamine et donc ça me donne un shoot de bonheur par intermittence. Voilà. Et ça a du sens. Vivre dans le bonheur, ça a du sens. Ok. Bah écoute, je te remercie beaucoup pour cet échange. Merci à toi. Merci à vous. Et j'aurais une dernière question en fait pour toi. En plus, je ne connaissais pas le concept, voilà. Bah, comment ça s'est passé pour toi? Qu'est-ce que tu en penses globalement? Voilà.
Alors c'est très agréable, de parler avec vous. Vous êtes des personnes qui laissent l'espace-temps de discussion, même si je pourrais en parler encore des heures et des heures. On m'a même demandé de faire des amphis, mais j'ai refusé. Parce que les gens, ils n'écoutent pas. Ils écoutent que leur logiciel interne, qu'ils n'ont pas travaillé, leurs ombres, leurs émotions internes. Ils n'écoutent pas la logique, ils écoutent que les émotions dans notre société. C'est pour ça que c'est une perte de temps des fois, mais vous avez du courage de lever ces sujets parce que il y a beaucoup d'infantilisme de gens, de personnes âgées qui ont connu l'après-guerre et qui ont tout eu, des capricieux. Moi, j'ai rien eu. Je galère, j'ai 51 ans, je travaille difficilement. Comme pas mal de gens aujourd'hui, on n'a pas une villa, on peut pas s'acheter une maison, nous. Donc ces gens-là qui rêvent, qui ont vécu un luxe et un bonheur éternel sur Terre, bah, ils sont en train de s'apercevoir qu'ils vont tout perdre. Et voilà. Ok. C'est très complexe avec eux. Bah, écoute, je te remercie beaucoup. Merci à vous. Pour ça. Et j'en profite aussi pendant que tu es là. En fait, voilà, souvent, on republie les entretiens sur une chaîne YouTube. Je mets le lien là tout de suite. Donc voilà. C'est-à-dire que, voilà, on le republie. La seule chose, et j'insiste aussi, puisque voilà, peut-être que tu peux te dire maintenant ou plus tard, non, finalement, j'ai pas envie qu'il soit publié. Et dans ce cas-là, en fait, il suffit d'écrire à John Russell, qui est l'autre du live, ou moi, voilà, dire non, mais je voudrais pas qu'il soit publié. Non, tu peux le publier, oui. Non, mais voilà, bah écoute, voilà, mais si jamais tu changes d'avis, ou si tu l'écoutes et après tu te dis non, c'est pas bon, même chose, quoi, c'est vraiment... Oui, non mais... Mais voilà, mais je voulais que ça soit clair, si tu veux... Ouais, voilà, mais c'est gentil de me le dire déjà, m'informer, ça c'est normal, ouais. Moi, je pense que c'est la moindre des choses, voilà, c'est tout, et... Voilà. Donc, pour moi, tout est mûri, tout est prêt, je suis en relation immense avec ce qu'est la vie et la mort, bien sûr, hein. Il ne faut pas négliger la mort, elle fait partie de la vie. Mais attention, je ne valide pas la mort faite par des balles, par des explosions sur des gens en bonne santé. Ouais, non, je ne valide pas le crime, hein. Attention, c'est pas le crime que je valide. Je pense que ça a été clair, justement. Voilà. Justement, voilà. Les gens, quand ils disent la vie et la mort, ils croient que je valide. Non, bon, enfin, en tout cas, moi, je l'ai pas compris comme ça. Oh, très bien. Parce qu'il y a... Non, mais toi, tu l'as bien compris, mais il y a des gens, ils cherchent des biais.